Le but de la vie. Ouais, carrément, oui. Autant aborder les problèmes frontalement. Et le but de la vie, c'est une question qu'on s'est tous déjà posée. Alors face à cette question, la question du but de la vie, on a l'habitude de proposer deux types de réponses. La première réponse consiste à dire que la vie n'a pas de but. Elle n'a pas de but parce qu'elle n'a pas de sens, ou en tout cas pas de sens en soi, du fait que la vie serait due au hasard. Selon cette idée, la vie serait une propriété accidentelle de la matière, une propriété accidentelle de la nature. Ça signifie que la vie a émergé sur la Terre et que finalement, ça aurait très bien pu ne pas arriver. Mais c'est arrivé. Il ne faut pas y voir quelque chose d'extraordinaire. Nous concevons la vie comme quelque chose d'extraordinaire du simple fait que nous sommes vivants. Et ce serait juste la marque de notre égocentrisme de considérer que la vie aurait une quelconque valeur au regard du cosmos et de l'univers. La vie serait une génération spontanée, elle serait apparue par la combinaison de facteurs matériels qui restent en grande partie pour nous énigmatiques, puisque c'est une interrogation autant physique que métaphysique. Mais une deuxième réponse consiste à dire que la vie aurait un but, donc qu'elle aurait un sens, c'est ce qu'on appelle une conception finaliste, la vie aurait une finalité, et dans ce cadre, on présuppose que la nature aurait été conçue pour accueillir la vie. C'est donc une pensée qui suppose un créateur, ou du moins pour éviter tout risque d'anthropomorphisme, une intelligence créatrice. Voilà les deux manières habituelles de répondre à la question du sens de la vie. Mais en fait, cette présentation n'est pas tout à fait exacte. Car même si la vie est un phénomène spontané, même si la vie est le résultat du hasard, une propriété accidentelle de la matière, elle peut néanmoins avoir un but. Un but qu'on peut d'ailleurs observer. Ce but, ce serait tout simplement de se perpétuer. De se perpétuer dans le temps, de se propager dans l'espace, à travers deux modalités que nous connaissons bien, la conservation et la reproduction. Alors d'abord la conservation. La conservation correspond chez l'animal à ce qu'on appelle habituellement l'instinct de survie. Mais on peut l'étendre au-delà du règne animal, on peut l'étendre au règne végétal, voire minéral. C'est ce que Spinoza avait appelé la tendance à persévérer dans l'être. Et nous autres, êtres humains, comme tous les animaux d'ailleurs, pour se conserver dans la vie, nous avons besoin de nous nourrir et de fuir le danger. C'est donc ça qu'on appelle l'instinct de survie. Et d'ailleurs, nous cherchons tellement à nous conserver dans la vie que cet instinct de survie peut parfois décupler nos forces. En cas de danger, dans des situations hostiles, nous sommes capables de déployer une puissance insoupçonnée dès lors qu'il s'agit de survivre. J'avais lu il y a quelques années l'exemple de cette mère dont l'enfant était coincé sous une voiture et qui avait réussi à soulever la voiture suffisamment pour en extraire son enfant, ce qui serait une assez belle illustration finalement de cette force de la vie qui cherche à se conserver envers et contre tout. L'autre modalité de perpétuation de la vie, c'est la reproduction. La reproduction, qui est gouvernée chez les animaux et chez les humains donc, par l'instinct sexuel, et pour qui a conscience de la force de la sexualité dans notre vie, eh bien on se dit que la nature fait bien les choses, puisqu'elle a trouvé le moyen de nous pousser à nous reproduire en nous procurant le plus haut des plaisirs. Pour reprendre le vocabulaire de Schopenhauer, on pourrait dire qu'il s'agit là d'une bonne stratégie de la nature, puisque la nature a compris que pour nous faire survivre, il fallait nous donner l'envie de survivre. Or, la reproduction est bien le seul moyen pour l'humanité, en tant que collectivité, de se perpétuer dans le temps. Donc voilà ce que serait le but de la vie, se perpétuer à travers la conservation, à travers la reproduction, mais il est possible que cette réponse ne vous paraisse pas très satisfaisante.
À vrai dire, c'est une réponse qui n'en est pas vraiment une. C'est comme de dire que dans une équation, x est égal à x. C'est vrai, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Et par ailleurs, si cette réponse n'est pas satisfaisante, c'est tout simplement parce qu'elle nous met face à l'absurde. Elle ne répond pas à la question du sens. Peut-être avez-vous le souvenir de la réaction que vous avez eue lorsque vous avez appris, lorsque vous avez compris que la vie se finissait inéluctablement par la mort. Le visage de l'enfant qui comprend que tout être est voué à la mort, c'est le visage de l'incompréhension radicale. C'est le visage de l'absurde. Parce qu'après tout, à quoi bon vivre une vie qui n'ouvre sur rien d'autre derrière? Quel est le sens de cette vie qui se répète indéfiniment sans qu'il n'y ait rien derrière, sans qu'il n'y ait de finalité supérieure? C'est en ça que la réponse du but de la vie comme perpétuation d'elle-même n'est pas satisfaisante pour la conscience. Et c'est pourtant, malgré tout, la seule et unique réponse que l'on puisse apporter. Qu'est-ce qui fait qu'on se pose la question du but de la vie, et donc, par extension, du sens de la vie? La réponse est très simple. C'est le fait que nous ayons une conscience. Contrairement à la machine, nous nous posons la question du sens de notre existence. Vous pouvez faire l'expérience. Vous êtes en train de m'écouter, vous avez donc un appareil qui vous permet de m'écouter, que ce soit un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Regardez cet objet, regardez-le attentivement et posez-vous la question, est-ce que cet objet a conscience de son rôle dans l'existence? Est-ce que votre téléphone a conscience que grâce à lui, vous pouvez m'écouter? La machine n'a pas conscience d'exister, elle n'a pas conscience de soi. Je ne m'attarderai pas sur la question de la conscience animale, c'est une question complexe. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si les animaux ont la conscience de soi, et allons plus loin, s'ils ont la conscience du sens de leur existence, la possibilité de se poser la question du sens de leur existence, le fait est qu'ils ne le manifestent pas de manière visible. Nous n'avons rien actuellement qui nous permette d'affirmer l'existence d'une telle conscience de soi et d'une telle conscience de l'existence. Mais peu importe. Le fait est que nous autres êtres humains, nous sommes capables de dire et de nous dire « je suis », mais aussi de nous dire « j'étais et je serai ». La conscience est indissociable du rapport au temps. D'autant plus que notre existence est limitée dans le temps. C'est ce qu'on appelle la finitude. Nous avons conscience de notre mort prochaine. Nous avons conscience de notre condition de mortel. C'est ce qui faisait dire à Heidegger, lorsqu'il parlait de l'homme, que l'homme ne se contentait pas de vivre, mais qu'il existait. Et Heidegger faisait bien la distinction entre vivre et exister. Une fleur vit, une vache vit, mais un homme existe. Il existe parce qu'il a cette capacité à se projeter dans le temps, qui lui permet de prendre conscience de sa destination qui est la mort. Voilà pourquoi Heidegger avait forgé le concept d'être vers la mort, je vous passerai le mot allemand, pour caractériser la condition de l'homme. C'est la base de ce qu'on appelle l'existentialisme. Le fait que l'homme n'est pas seulement un être vivant, mais l'homme est un être existant. Il est conscient de vivre et d'aller vers la mort. Donc la question du but de la vie, disons plutôt du but de l'existence, elle est directement liée à notre condition d'être vers la mort, c'est-à-dire d'être conscient de devoir mourir un jour. Et c'est très important de comprendre que cette conscience n'est pas seulement une représentation abstraite, une représentation intellectuelle de la mort. C'est, à partir d'un certain âge en tout cas, un savoir profond, ce qu'on pourrait appeler une conscience physiologique de la mort. Et finalement, si nous sommes bien ces êtres vers la mort que décrit Heidegger, c'est-à-dire des êtres conscients de leur condition de mortel,
Bien peut-être que le but de la vie, c'est d'accepter la mort. C'est de la comprendre comme une nécessité. Et donc, d'y consentir. Montaigne disait « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Épicure disait que la mort n'était rien. La mort n'est rien pour Épicure parce que, souvenez-vous, tant que nous sommes en vie, la mort n'est pas là. En tout cas, elle n'est pas là comme une réalité. Elle peut être là comme une pensée, une projection mentale. Mais tant que nous sommes en vie, la mort n'est pas là. Et puis, lorsque la mort arrive, nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là pour en souffrir. Si bien que la mort, nous la croisons, mais nous ne la rencontrons pas. Nous n'avons pas directement affaire à elle. La mort n'est rien. La mort n'est rien, c'est peut-être le meilleur moyen d'évacuer le problème de la mort, au sens où ça résout totalement la question de l'angoisse. Et dans ce cas, peut-être que le but de la vie, comme le suggère Montaigne, ce serait de trouver la paix malgré la menace de la mort qui plane au-dessus de nos têtes. Alors c'est très difficile comme projet, trouver la paix. C'est très difficile. Combien de minutes par jour sommes-nous réellement en paix? On a toujours un truc qui nous tracasse, une inquiétude, un agacement, une agitation de l'âme. Il ne faut pas oublier que, étymologiquement, l'émotion, c'est un mouvement intérieur, un mouvement de l'âme. Donc trouver la paix est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est peut-être la clé. Et finalement, quand on trouve cette paix, si tant est qu'on y arrive, bien la question du sens de la vie ne se pose plus. En tout cas, elle ne se pose plus dans les mêmes termes. Quand on trouve la paix, la question du sens de la vie se dissout. Elle n'a plus de sens. Parce qu'alors, le sens de la vie, ça devient simplement d'être. Est-ce que vous vous posez la question du sens de votre vie lorsque vous êtes profondément heureux? Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière le concept de bonheur. C'est pas le problème. Mais imaginez simplement passer un bon moment avec vos amis, au restaurant, à la plage, autour d'une partie de cartes. Vous êtes en train de rire, vous êtes en train de ne penser à rien, comme on dit. Votre mental est vide. C'est précisément parce que vous êtes heureux à ce moment-là que votre mental est vide. Parce que vous n'avez besoin de rien pour vous combler. Et à ce moment-là, si on vous posait la question quel est le but de la vie? Bien, il y a de fortes chances pour que votre réponse ce soit c'est ça le but de la vie. C'est d'être heureux. C'est d'être en paix. Alors oui, c'est facile. C'est facile de dire ça. Et je n'ai pas le mode d'emploi. Mais j'aimerais vous soumettre un point de vue. J'aimerais vous proposer un scénario. Imaginez que l'existence soit un stage d'apprentissage. En un mot, bien sûr. Un stage d'apprentissage. Et qui seraient nos formateurs? Nos formateurs, ce seraient nos expériences. Nos expériences sont notre principale source d'enseignement. Ce sont nos expériences qui nous donnent nos leçons les plus utiles, les plus fiables. Je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple de l'amitié. Alors, qu'est-ce que l'amitié? Bien, dans la petite enfance, l'amitié démarre avec le jeu avec l'autre. On trouve un compagnon de jeu. Et puis ensuite, on va développer une affinité avec ce compagnon de jeu. On va développer une affinité qui va ouvrir sur des échanges. On va se prêter des choses entre amis. On va se prêter notre jouet préféré en disant fais bien attention de ne pas l'abîmer. Et puis un peu plus tard, quand on va entrer dans le début de l'adolescence, on va faire d'autres types d'échanges. On va échanger des confidences, par exemple. Ce sont des échanges immatériels. On va échanger des confidences et puis on va échanger de l'aide. C'est comme ça que se noue une amitié.
par le renforcement des échanges. Et puis un jour peut-être va arriver un conflit, une dispute, une trahison, peu importe. Et puis, si on tient vraiment à cet ami et qu'on a envie de renouer les liens avec lui, on va passer par la case du pardon, donc de la réconciliation, etc. Une amitié, c'est quelque chose qui évolue. Et la conception de l'amitié qu'on a lorsqu'on a 40 ans n'est sans doute pas la même que celle qu'on a à 4 ans. Parce qu'entre-temps, on aura fait l'expérience de l'amitié sous toutes ses facettes. On n'en aura plus une vision naïve, une vision purement idyllique. On en aura une vision réaliste et globale. C'est ça finalement notre meilleur enseignement sur l'amitié. C'est notre expérience de l'amitié. Et non pas la définition qu'on peut en lire dans un dictionnaire ou sur Wikipédia. Quand on voit des adolescents de 15 ou 16 ans s'envoyer des messages d'amitié sur Instagram ou sur Snapchat, on ne peut pas s'empêcher de penser que dans quelques années, ils n'auront pas la même conception de l'amitié. Ils auront une vision, sans doute, et peut-être malheureusement, beaucoup moins naïve. Cet exemple de l'apprentissage de ce qu'est l'amitié, évidemment, il fonctionne avec tout, dans tous les domaines. On pourrait parler de l'amour. La vision qu'on a de l'amour lorsqu'on a 14 ans ne correspond sans doute pas à la vision qu'on a de l'amour à 70 ans. Parce qu'entre-temps, les expériences qu'on a pu avoir de l'amour nous ont montré que c'était quelque chose de protéiforme, qu'on ne pouvait pas réduire. Prenons encore un exemple. Prenons l'exemple de la colère. La colère est une émotion que nous connaissons tous, à des degrés variables. Mais enfin, on sait ce que c'est que d'être en colère, et on sait également quelles sont les conséquences de la manifestation de notre colère. Bien souvent, il nous arrive de regretter nos accès de colère. Pas forcément que cette colère était injustifiée, mais on se dit parfois que ça n'en valait pas la peine. On a peut-être blessé des gens pour rien. Ce n'était pas nécessaire. Au bout d'un certain nombre d'expériences, on va peut-être même commencer à se dire qu'il faut qu'on travaille sur soi, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette colère ne soit plus une nuisance dans nos relations aux autres. On va évoluer, on va faire l'apprentissage de l'apaisement. Ou pas. Mais en tout cas, nos expériences auront été là pour nous signifier quelque chose, pour nous indiquer un chemin. Libre à nous, ensuite, de suivre ce chemin ou pas. On pourrait prendre aussi l'exemple du mensonge. Il y a des gens dont le mensonge est une sorte de mode de fonctionnement naturel et qui ne se rendent même pas compte à quel point ça peut être pénalisant dans leur relation. Mais au bout d'un moment, lorsque vous passez votre temps à mentir aux autres et que les autres ne vous font plus confiance, ou qu'ils vous tournent le dos, mais à ce moment-là, vous comprenez que vous auriez peut-être intérêt à faire l'expérience de l'authenticité, de la sincérité, de la franchise. Il n'y a pas un petit prof avec une baguette qui va venir vous dire « il faut être franc, il faut être sincère » ou « il ne faut pas se mettre en colère ». C'est vous seul qui pouvez en tirer la conclusion. C'est vous seul, grâce à votre expérience et grâce au retour de votre expérience. Si nous sommes attentifs à nos expériences et aux conséquences de nos actes, la vie nous informe. Elle nous envoie des messages en permanence. On entend des fois des personnes se plaindre qui disent « ma vie c'est de la merde ». Ma vie, c'est de la merde. Et une fois, j'ai entendu cette phrase à un endroit où je travaillais, et une de mes collègues a répondu à cette personne avec une espèce de franchise déconcertante. Mais tu sais, on a la vie qu'on se construit. Et cette phrase, je l'ai retenue comme une leçon, c'est le cas de le dire, comme une vérité absolue. On a la vie qu'on se construit. C'est une leçon de responsabilité. Et le mot responsabilité est intéressant de ce point de vue-là.
parce que le réel, c'est ce qui répond à nos actes, et nous-mêmes, nous devons répondre de nos actes. L'apprentissage, c'est cet échange continu entre nous et le réel. Et le réel, c'est le seul juge, c'est le seul arbitre. On ne peut pas porter plainte contre le réel. On ne peut pas intenter un procès au réel. Donc, on ne peut pas s'en plaindre. Le réel, c'est ce qui est. Le réel, c'est le résultat de notre comportement, de nos actes, de nos pensées. Je sais que c'est dur d'entendre les choses comme ça. Parce qu'il y a des injustices atroces. Il y a des choses qu'on ne mérite pas. Elles nous arrivent. Mais il faut bien continuer à vivre. Et malheureusement, insulter la vie ne la rendra pas plus supportable. Prendre conscience que tout ce qu'on fait a un impact sur la réalité, sur notre monde, donc sur notre vie, c'est le vrai début de l'apprentissage. Parce que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de notre pouvoir d'influencer le monde. Le stoïcisme nous apprend que nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous, précisément parce que ça ne dépend pas de nous. Le stoïcisme nous dit, nous ne devons pas être affligés par la mort de nos amis, la mort de nos proches, parce que la mort fait partie de la vie, parce que la mort est inévitable, et que contester l'inévitable ne peut pas nous rendre heureux. Ça ne peut que nous rendre malheureux. Là encore, ce sont des paroles qui peuvent paraître dures à entendre. Mais c'est la vérité. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous, tout simplement parce que nous devons nous préoccuper absolument de ce qui dépend de nous. Car seul ce qui dépend de nous dépend de nous. C'est une tautologie, mais c'est la première leçon. Maintenant, appliquons ça aux émotions. On a commencé à le faire un petit peu tout à l'heure lorsqu'on parlait de la colère. Et imaginons toujours dans notre petit scénario que nous autres êtres humains, nous soyons ici pour apprendre à comprendre l'émotion, pour s'en libérer. Si nous étions des êtres entièrement rationnels, nous n'aurions pas à faire cette expérience, cet apprentissage, ce stage de formation qu'est la vie. Mais le fait est que nous sommes des êtres d'émotion et que les émotions peuvent s'expliquer, au sens où, comme tout ce qui existe dans le monde matériel, elles ont une cause. On réagit par l'émotion lorsque l'on se sent atteint dans sa personne. Qu'est-ce qui réagit, qui s'exprime sous la forme d'une émotion? C'est l'ego. Et l'ego, c'est cette carapace intérieure qui nous permet de nous défendre contre les agressions. Quand on vit en société, on est en mode égo 24 heures sur 24. On est sur le qui-vive, on est dans la méfiance, on est dans la jalousie, dans l'aigreur, dans l'anticipation, le mental, la peur. Et c'est normal, parce qu'on doit survivre. Quand je dis que c'est normal, tout dépend. Parce qu'en réalité, toutes ces émotions qui nous gouvernent au jour le jour, elles ne nous aident pas. Elles peuvent éventuellement nous prévenir. Elles sont des signaux, des indicateurs. Mais elles ne nous aident pas. Éprouver du stress, parce qu'on va passer un examen par exemple. On va passer un oral devant un jury. C'est normal. C'est une réaction d'autodéfense. Mais le stress ne va pas nous aider à faire une meilleure performance. On est bien d'accord. On le sait, bien sûr. Et ça ne se contrôle pas. On ne décide pas de stresser pour le plaisir. C'est ça le propre de l'émotion. C'est qu'on ne la choisit pas. Mais notre expérience peut nous rendre attentifs à notre émotion, aux raisons de notre émotion, pour finalement nous aider à l'accepter et ensuite à nous en libérer.
On a besoin de souffrir pour cesser de souffrir. On a besoin de passer par l'émotion pour se libérer de l'émotion. Et c'est quand l'émotion nous a fait tant souffrir qu'on ne veut plus l'éprouver, qu'on estime qu'on n'a plus besoin de l'éprouver, qu'on s'en libère. La vie est un stage de formation, et comme tout stage de formation, si on ne valide pas nos compétences, on recommence. Et on recommence aussi longtemps qu'il faudra pour valider nos compétences. Alors bien sûr, certains diront, mais qu'est-ce que c'est que cette vision mystico-religioso-philosophique? Peu importe. Moi, je ne suis pas là pour me poser la question de la manière dont sera interprété ce que je dis. Je lance des bouteilles. C'est mon boulot. Et la bouteille que je lance aujourd'hui, c'est cette bouteille du questionnement sur le sens de l'existence, ou en tout cas, le sens que l'on peut donner à l'existence. Et ça me permettra de boucler la boucle, en revenant au point de départ. En introduction de cette vidéo, j'ai parlé du sens de la vie, en disant que, pour certains, la vie n'a pas de sens, donc elle n'a pas de but. Pour d'autres, au contraire, la vie a un but prédéfini. Finalement, une troisième voie est possible. C'est la question du sens que l'on donne à notre existence. Eh bien, la vie, quoi qu'on en dise, est une occasion d'apprendre. Et c'est une occasion d'apprendre à se libérer de nos émotions, afin peut-être de trouver la paix, de trouver la sérénité, qui nous permettra, comme le disait Montaigne, d'accepter la mort. La philosophie, c'est apprendre à mourir. Le but de la vie, c'est d'accepter la mort. Et lorsque l'on est prêt à mourir, lorsque l'on a accepté la mort, alors on a bien vécu. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci pour votre soutien sur Tipeee. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez sages.